On m'a présenté, je suis essentiellement psychiatre d'enfants et d'adolescents. Et effectivement, ça fait une quarantaine d'années que je travaille, vu mon âge. J'ai eu l'occasion de voir des évolutions dans les comportements des enfants et dans les standards éducatifs, les principes éducatifs que les enfants reçoivent ou subissent. Modifications qui ne sont pas sans modifier également l'expression des troubles que peuvent présenter accessoirement tel ou tel enfant. C'est donc à ce titre que je me suis intéressé à la problématique de l'autorité d'abord, puis éventuellement, dans une conséquence, on en verra, la question de l'obéissance dans un second temps. Je vais donc brièvement retracer un petit peu ce cheminement, m'étant d'abord préoccupé de l'autorité, puis ensuite aborder cette question de l'obéissance. L'intervention sera bien évidemment suivie d'une discussion avec vous. Il y a déjà des questions fort pertinentes et difficiles d'ailleurs qui ont été posées. Alors, bon, je m'adresse à des gens qui ont certainement, assurément déjà réfléchi aux questions de l'autorité. Évidemment, on va brièvement évoquer la figure de Max Weber, ce sociologue allemand qui a écrit sur justement l'autorité et qui précise tout de suite que ce qui différencie l'autorité du pouvoir, c'est sa dimension de légitimité. L'autorité est quelque chose de légitime, s'opposant en cela à la légalité. Dans la notion de légitimité, il y a quelque chose de l'ordre de la morale, de l'éthique, alors que la loi, c'est purement la loi. N'importe qui peut faire des lois scélérates. Donc effectivement, ce qui caractérise l'autorité, c'est sa légitimité. Et dira Max Weber, il y a trois types de légitimité qui renvoient à l'autorité. La légitimité, on va dire, d'État ou de loi, la légitimité légale, qui est la légitimité, on va dire, instituée. Cette légitimité légale, évidemment, c'est, par exemple, on décrète que le président de la République a l'autorité du président de la République. Le jour où il est élu, il a l'autorité du président de la République. On déclare que du jour où un adulte a un enfant, il a l'autorité parentale. Il a l'autorité parentale. Idem, quand un prof entre dans la classe, il a l'autorité du prof. Voilà, ça c'est la légitimité instituée, institutionnelle. Bon. Il n'y a pas à en dire plus, on décrète, c'est un décret. Mais pour autant, est-ce que, bien sûr, cette autorité légale instituée s'accompagnera dans le système relationnel entre la personne et les autres d'une qualité particulière qui est celle justement dont on dit qu'il a de l'autorité et non pas qu'il a l'autorité. Dans la langue française, vous le savez tous comme moi, que ce n'est pas tout à fait la même chose de dire il a l'autorité parentale, par exemple, et il a de l'autorité. Il a de l'autorité, on se réfère immédiatement à la capacité relationnelle que cette personne a dans la relation avec les autres. Et c'est intéressant parce que autant on peut avoir l'autorité instituée, l'autorité du président de la République, l'autorité du maître, l'autorité du parent, autant on ne peut pas avoir la totalité de l'autorité relationnelle. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que quand on dit de quelqu'un, par exemple, qu'il a le pain, ça veut dire qu'il y a 4 personnes à table, on dit il a le pain, ça veut dire que cette personne a tout le pain et les autres n'ont rien. Si cette personne, on lui dit il a du pain, ça veut dire qu'il y a un morceau de pain et les autres aussi ont du pain. Eh bien, quand on dit il a l'autorité, ça voudrait dire qu'il a toute l'autorité et que les autres n'ont rien. Et que ce n'est pas un partage. Quand on dit il a de l'autorité, effectivement, il partage quelque chose. Il partage quelque chose. Et d'ailleurs, cette personne qui ne veut pas partager, on va dire qu'elle est autoritaire. Et la langue française, vous le savez comme moi, on dit de quelqu'un qu'il est autoritaire, ça veut dire qu'il n'a pas d'autorité. Et on dit de quelqu'un qui a de l'autorité qu'il n'a pas besoin d'être autoritaire. Ce qui veut dire en clair que la seconde même où on prétend incarner, capter à soi l'autorité, le risque est de devenir autoritaire. Et c'est toute la question de la problématique de la représentation de l'autorité. Des figures de représentation de l'autorité. Et des figures de représentation de l'autorité quand on est dans le domaine des relations humaines. Des relations humaines, c'est-à-dire le parent avec son enfant, le prof avec son élève et avec sa classe, etc. Et là encore, il y a une différence entre avec l'élève et avec la classe. On y reviendra bien évidemment. Donc effectivement, l'autorité, Max Weber,
il y a la légitimité légale. La deuxième légitimité que Max Weber évoque, c'est la légitimité traditionnelle. La tradition, qui est dans la tradition, c'est la coutume. La coutume qui d'une certaine manière, fait autorité, c'est donc d'une certaine manière le passé qui, entre guillemets, fait autorité. C'est effectivement une des grandes règles qu'on reverra ensuite. J'aurai l'occasion d'y revenir, donc je n'insiste pas. Et la troisième légitimité que Max Weber décrit, et dans sa description, on voit bien que c'est celle quand même qui l'interpelle, qui le provoque un peu, qui l'excite, et qu'il aimerait bien attraper de manière plus précise, c'est la légitimité qu'il appelle, lui, charismatique. La légitimité charismatique, c'est la légitimité, dit-il, du chef, celui qui naturellement entraîne l'adhésion des gens et qui fait que les gens se placent quasi spontanément sous son autorité. Alors, je vous rappelle que Max Weber écrivait fin du 19e, début du 20e, que c'était un Allemand. Et si je vous dis légitimité charismatique du chef, ça passe à peu près. Si je vous dis que légitimité charismatique du leader, en anglais, ça passe. Mais si je vous dis légitimité charismatique du Führer, ça coince. Parce que ça coince, parce que ça a entraîné effectivement les dérives que vous connaissez. Et est-ce que le Führer... Bon, qu'est-ce que c'est que cette dimension de légitimité charismatique qui est pourtant... J'entends déjà, vous voyez, des petites apartés, qui pourtant intéressent beaucoup Max Weber. Donc je crois que c'est le premier qui a évoqué cela, et par la suite, d'autres auteurs vont aborder la question de l'autorité. Bon, je pourrais en citer plein, mais je vais m'arrêter au plus récent. On va évoquer bien entendu la figure, on va dire presque qui fait autorité quand on parle d'autorité, pour ne pas dire que c'est la figure autoritaire, qui pourrait effectivement être évoquée, c'est les propos d'Hannah Arendt. Hannah Arendt, effectivement, dans son ouvrage sur la crise de la culture, va effectivement écrire 2 chapitres, un chapitre sur la crise de l'autorité et un chapitre sur la crise de l'éducation. Elle écrit ces chapitres, je vous le rappelle, après la Seconde Guerre mondiale. Hannah Arendt est une philosophe, historienne, juive, originaire d'Europe centrale, qui a fui le nazisme et qui s'est réfugiée aux États-Unis, démocratie occidentale qu'elle découvre. Et donc, effectivement, Hannah Arendt va être étonnée par les États-Unis. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle va écrire cet ouvrage sur la crise de la culture, où elle dit quoi? Elle dit en quelque sorte, je la résume bien évidemment, elle dit en quelque sorte que finalement, pendant 2500 ans environ, le vieux monde a vécu avec des valeurs au centre desquelles il y avait l'autorité précisément traditionnelle, on reviendra, et que cette autorité a fondé cet ancien monde. Elle dira que cette autorité de l'ancien monde, c'était une autorité qui était inventée par les Romains, auctoritas, contrairement aux Grecs qui ne connaissaient pas vraiment l'autorité, qui ne connaissaient que le pouvoir, on y reviendra, et que cette autorité reposait précisément sur l'acte de la fondation de la ville de Rome. C'était les fondateurs de la ville de Rome, les familles de patriciens, qui effectivement, dans le Sénat, s'appelaient les maiores, les majeurs, et qui étaient augmentés du pouvoir de voter les lois, l'empereur ayant le pouvoir de les exécuter. Donc la différence entre législatif et exécutif. Et ces majores tenaient leur autorité du fait qu'ils étaient les descendants des fondateurs de la ville de Rome. Donc Hannah Arendt dira, ce qui fait autorité, c'est effectivement le passé, d'être ces descendants-là, et cette autorité, qui effectivement dans le latin traduit le fait qu'on est augmenté de quelque chose, on n'est pas seulement le pouvoir, c'est quelque chose qui augmente, qui transforme le pouvoir en autorité. Alain Renaud, dans ses ouvrages sur l'autorité, ne cesse de prononcer la parole, ses propos. Quelle est cette part énigmatique qui transforme le pouvoir en autorité? Cette énigme qui est ce surpouvoir qu'est l'autorité et qui le transforme. Eh bien donc, effectivement, Hannah Arendt nous dit que l'autorité, ce pouvoir augmenté, qui est la caractéristique des majores, il repose dans la société de l'ancien monde sur un trépied. Ce trépied a fonctionné depuis 2400 ans, dit-elle, et ce trépied, c'est le trépied autorité, tradition, religion. Autorité, tradition, religion. Chaque pied confortant les deux autres et stabilisant l'ensemble.
L'autorité, on vient de le voir, on la redéfinira. La tradition, eh bien, on retrouve effectivement la légitimité traditionnelle, et effectivement, c'est répété la génération d'après ce qu'a fait la génération d'avant. Je vous signale que pendant longtemps, l'éducation en famille, peut-être un peu moins précisément l'éducation des enfants, où effectivement l'objectif était de leur apporter des choses nouvelles, mais l'éducation en famille, le principe même de l'éducation en famille, c'était de donner aux enfants ce qu'on avait reçu. Et la phrase habituelle des parents, quand ils voulaient interdire quelque chose, c'était de dire à l'enfant, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, voilà, dans la tradition, comme ça. Et l'objectif de l'éducation a longtemps été, pour les anciens, vous le savez, parmi nous, que l'enfant soit bien élevé. L'objectif des parents, c'était que leur enfant soit bien élevé. Quand l'enfant était bien élevé, quand il baissait les yeux, qu'il disait oui, qu'il était poli, qu'il était, etc., eh bien, l'environnement, les voisins disaient « Ah, cet enfant-là est bien élevé », et les parents se sentaient grandis de cette reconnaissance d'avoir bien élevé leur enfant. Que l'enfant soit épanoui ou pas, on s'en foutait, ce n'était pas le problème. Le problème était qu'il soit bien élevé. Vous voyez déjà que l'objectif de l'éducation nationale n'est pas tout à fait le même que l'objectif de l'éducation parentale dans la tradition. Parce que finalement, depuis qu'elle existe, l'éducation nationale, l'objectif, c'est de lui apporter à l'enfant des nouveautés, des connaissances qu'il n'avait pas avant. Donc déjà, l'éducation nationale fusille et cisaille un pilier de l'autorité dite traditionnelle. D'où peut-être une position un petit peu particulière. Donc la tradition, voilà. Deuxième élément, la religion. Enfin, troisième pilier, la religion. La religion est un pilier essentiel de l'autorité, conforte l'autorité. La religion, c'est quoi? Religare, ce qui nous relie ensemble. Alors, ce qui nous relie ensemble, c'est une croyance communautaire dans quelque chose, un Dieu, qui effectivement est placé au-dessus de nous et qui va effectivement faire qu'on est tous ensemble, réunis autour on est le troupeau de ce Dieu. Et effectivement, on est relié par cette croyance et cet fait d'être relié suscite en nous et dans le rapport avec nous, quand on est les uns par rapport aux autres, comme on a la même croyance, on est dans la relation de l'un avec l'autre, dans une relation de confiance. Cum fire, être dans la même croyance. Cum fire, la confiance, c'est la religion privative de deux personnes qui sont ensemble, qui ont la même religion. On se fait confiance. Cum fire, voilà. Donc effectivement, la confiance est à la base même d'une certaine croyance partagée. Pas de croyance partagée, pas de confiance réciproque. Et on verra effectivement ensuite peut-être difficulté par rapport à l'autorité. Donc voilà, autorité, tradition, religion, ce trépied, dit-elle, qui articule l'autorité. Alors, nous dit Hannah Arendt, qu'est-ce que l'autorité traditionnelle? Et elle va avoir cette phrase que vous trouverez dans La crise de l'autorité, page 127, je crois, de son bouquin sur la crise de la civilisation. L'autorité, elle commence comme ça, puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, phrase que je considère comme éminemment juste et totalement fausse, c'est ce qu'on appelle un paradoxe, que je vous expliquerai ensuite, puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, là je la cite par cœur, on la confond souvent avec le pouvoir, entre parenthèses potestas, puisque Hannah Arendt a des lettres. On la confond souvent avec le pouvoir, et dit Hannah Arendt, là où la force est exercée, l'autorité a échoué. L'autorité, ça n'est pas la force, ça n'est pas le pouvoir de la force. Mais dit-elle, l'autorité, ce n'est pas non plus l'argumentation. Parce que l'argumentation présuppose l'égalité. Or, l'autorité, c'est une relation de hiérarchie. Donc, ce n'est pas égal, c'est pas l'égalité, c'est la hiérarchie. L'autorité, c'est une relation de hiérarchie entre celui qui commande et celui qui obéit. Deuxième occurrence du mot obéissance dans la définition d'Hannah Arendt. Donc l'autorité, c'est une relation de hiérarchie entre celui qui commande et celui qui obéit, où tous deux ont leur place fixée d'avance, ex ante, précise-t-elle, donc fixée d'avance dans l'ancien temps, et où ces deux places sont jugées comme justes et légitimes. Notion de justesse et de légitimité qui reviendra, et on retrouve la notion de légitimité de Max Weber. Donc vous voyez que par rapport à Max Weber, on retrouve à la fois la tradition, la légitimité, on ne retrouve pas la dimension charismatique. Donc tous les deux, leur place fixée d'avance et où ces places sont considérées comme justes et légitimes. Voilà quelle définition nous donne Hannah Arendt de l'autorité. Mais,
aussitôt après nous avoir donné cette définition de l'autorité, elle va dire quelque chose d'extrêmement important. Pendant 2400 ans, l'autorité dans le monde des enfants, l'autorité en famille et l'autorité éducative et l'autorité dans le domaine politique se sont renvoyés la balle et se sont justifiés réciproquement. On reviendra tout à l'heure sur la phrase qu'on retrouve dans Éthique à Nicomaque d'Aristote, phrase qui va servir pendant 2400 ans à rendre compte de cette autorité à partir du mot pouvoir, puisque les Grecs ne connaissaient pas le mot autorité. Je reviens d'abord à Hannah Arendt. Donc, dit-elle effectivement, cette autorité-là, elle pose problème dans une démocratie. Pourquoi pose-t-elle problème dans une démocratie? Parce que cette autorité, elle suppose une hiérarchie, et une hiérarchie issue du passé. Être, par exemple, descendant des familles, des patriciens fondateurs de la ville de Rome. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y aurait ceux qui ont comme ça de l'autorité, parce qu'ils descendent d'une famille de seigneurs, et puis ceux qui n'ont pas l'autorité parce qu'ils n'ont pas la chance de descendre d'une famille de seigneurs. Alors dit-elle, dans le monde démocratique qui est le mien, qui est celui que je découvre, le monde américain, de la démocratie moderne, cette définition de l'autorité ne tient plus. Cette définition de l'autorité ne tient plus précisément dans un monde politique qui est marqué par l'égalité entre les citoyens. Et nous devons donc renoncer à cette définition entre guillemets, traditionnelle de l'autorité, qui était fondée d'une certaine manière sur une relative, entre guillemets, injustice. L'injustice issue du passé et la différence des citoyens par rapport à leur patrimoine, alors leur patrimoine héréditaire, leur patrimoine historique, à défaut d'être héréditaire. Et dit-elle, il faut effectivement trouver une autre définition de l'autorité. Et Hannah Arendt donc, dira, eh bien effectivement, dans le monde politique, caractérisé par une égalité entre les citoyens, désormais, ce n'est plus la hiérarchie qui fait autorité, le passé, c'est la capacité de discuter entre des citoyens qui sont égaux entre eux et la capacité de, on dirait, négocier, d'extraire un consensus, une discussion à partir duquel on va extraire une règle, une loi, etc. Et que c'est ça désormais qui fera autorité. Et donc, vous voyez, d'une certaine manière, elle renverse complètement sa proposition initiale pour exactement donner une définition quasi inverse de celle qu'elle avait donnée initialement. Mais, dit Hannah Arendt, mais les enfants peuvent-ils négocier et discuter les propres conditions de leur éducation? Mais, effectivement, ça pose problème. Or, les enfants, si effectivement ce sont des êtres humains égaux aux adultes, ils ont une condition temporaire seulement, pas définitive, d'infériorité, leur statut d'enfant, qui fait qu'on ne peut pas tout à fait les considérer comme des citoyens à part entière, et elle est ennuyée. Elle tourne en rond dans son chapitre sur la crise de l'éducation, elle est un petit peu coincée, et elle finira par un beau paradoxe. Alors, j'ai déjà évoqué un beau paradoxe où elle dit c'est justement, parce que l'enfant est un être neuf et révolutionnaire, qu'il faut lui appliquer une éducation conservatrice. Et donc, lui appliquer l'autorité traditionnelle. Alors, c'est un beau paradoxe, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, et surtout, ça aboutit à la question de la sanctuarisation du domaine éducatif. Ce que Alain Renaud, ce que Marcel Gaucher vont reprendre et dénoncer. Effectivement, dit Hannah Arendt, il faut sanctuariser le domaine de l'éducation. L'éducation des enfants en famille, l'éducation des enfants à l'école. Et dans ce domaine, il faut conserver la définition traditionnelle de l'autorité. Ce qui veut dire en clair que quand vous êtes entre vous, entre profs, etc., et que vous discutez entre vous, vous vous appliquez évidemment le modèle démocratique de l'autorité. Et quand vous êtes avec les élèves, boum, ça devrait être le modèle traditionnel, parce que je suis le maître, j'ai l'autorité, et les autres doivent se taire, etc., etc. Bon, vous savez comme moi que cette situation est une impasse et qu'on ne peut pas conserver deux définitions de l'autorité, une qui veut dire la chose et l'autre qui veut dire son contraire. Et il me semble qu'une des problèmes, des difficultés majeures de la question de l'autorité, c'est que selon qu'on est dans l'espace démocratique entre adultes, on s'applique à soi une définition de l'autorité, et selon qu'on est avec les enfants, on va appliquer une autre définition de l'autorité, une définition de l'autorité
qui n'est pas très loin de la définition de ce que les Grecs disaient concernant précisément le pouvoir, presque une autorité naturelle. Puisque précisément un certain nombre d'entre vous, et c'est une phrase redoutable que l'on prononce régulièrement, quand on dit d'une personne qu'elle a naturellement de l'autorité. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire qu'elle a naturellement de l'autorité? Ça veut dire que c'est dans sa nature? Ça veut dire que c'est dans ses gènes? Ça veut dire que c'est où? Et ce n'est pas uniquement moi qui le dis. Vous avez un monsieur que vous connaissez certainement, je pense que vous connaissez tous, Marcel Gauchet. Hein, vous connaissez le sou, Marcel Gauchet. Voilà ce que dit Marcel Gauchet dans son dernier livre, un livre collectif. Un livre qui s'appelle Conditions d'éducation. Marcel Gauchet, dans ce ouvrage collectif, il a écrit le chapitre Fin aux métamorphoses de l'autorité. Vous trouverez ça, page 156 de ce livre. Voilà ce qu'il dit. L'autorité suppose l'incarnation dans une personne, ce que j'ai déjà évoqué. Elle se loge dans ce qui n'appartient qu'à elle. Qu'à elle. Elle est en quelque sorte native. Elle se communique peu ou mal. Alors ça veut dire quoi? C'est dans les gènes de cette personne, l'autorité, qui est native. Hein? Ça veut dire quoi? Il y a ceux qui naissent avec de l'autorité, et ceux qui naissent avec quoi? Pas d'autorité, donc qui naissent avec l'obligation d'obéir. Ça veut dire que dans la vie, il y a ceux qui doivent naître avec l'autorité, et ceux qui doivent sans et qui obéissent. Alors il y a quelques années, c'était facile, c'était les mecs qui avaient l'autorité, les femmes qui avaient l'obéissance. Naturellement. Ah oui. Oui, mesdames. C'était assez facile. Hein, c'était le chromosome X qui donnait l'autorité. Le chromosome Y, excusez-moi du lapsus. Le chromosome Y qui donnait l'autorité. Alors cette phrase-là de Marcel Gauchet, quand on dit que l'autorité est native, elle suppose l'incarnation dans une personne. Et c'est le problème de la question de la représentation, des figures de représentation de l'autorité. Hein, la figure du maître, avec un grand thème éventuellement, bien sûr la figure du Père, la figure du Seigneur, la figure de Dieu, qui sont bien évidemment tout ça des figures d'hommes et pas des figures de femmes. Et bien évidemment, dans une société où tout le monde est égal en droit, homme, femme, blanc, noir, jaune, vert, bleu, violet, chauve ou pas chauve, tout le monde est à égalité, et bien effectivement, cette définition-là, elle a du mal à passer. Que disaient les Grecs? Les Grecs ne connaissaient pas le mot autorité, ils connaissaient le mot pouvoir. Et on retrouve cette fameuse citation d'Aristote, qu'on trouve dans Éthique à Nicomaque, qui va être pratiquement dans tous les traités qui parlent d'autorité. Et qu'est-ce que dit Aristote dans cette Éthique à Nicomaque? Il dit, c'est la nature qui donne pouvoir au père sur ses fils, aux générations précédentes sur celles qui suivent, au roi sur les sujets de la royauté. Je cite par cœur. Donc c'est la nature qui donne pouvoir au père sur ses fils. Il est incontestable qu'un père a le pouvoir de soumettre son enfant tant qu'il est jeune. Quand il grandit, ça devient plus difficile. Mais bon, un père a le pouvoir. Mais de là, vous avez la première métaphore, la génération qui précède sur celle qui suit. Et on voit bien, là, on passe presque de la nature du père sur le fils, à la génération qui précède sur celle qui suit. Et on voit bien là qu'on est dans l'ordre culturel, presque plus que dans la nature. Et évidemment, quand on est le roi sur les sujets de la royauté, on voit bien là qu'on est dans l'ordre social, on n'est plus du tout dans la nature. Donc cette métaphore qui mélange le père sur le fils, la génération d'avant sur celle d'après, le roi sur les sujets de la royauté, elle va fonctionner pendant 2400 ans dans ce bloc où l'autorité en famille et du père sur les enfants va justifier l'autorité dans le monde politique, et l'autorité dans le monde politique va venir au secours de l'autorité dans le monde familial quand celle-ci commence à devenir un peu flageolante. Et ça va faire une espèce de bloc traditionnel, de croyance, pratiquement de religion, dont on aura beaucoup de mal à sortir. Alors, j'en étais là de mes réflexions, et quand je faisais des conférences, à l'époque, quand j'avais écrit mon livre « L'enfant chef de la famille, l'autorité de l'infantile », j'avais essayé de montrer que finalement le passé d'aujourd'hui ne pouvait plus faire autorité, et que désormais ce qui faisait autorité, c'était le potentiel de développement. D'ailleurs, vous avez vu, par exemple, vous savez que quand on parle des cellules fœtales, on va parler des cellules totipotentes, toutes puissantes. Ce sont les cellules qui ont la capacité de se différencier dans toutes les cellules de l'organisme.
alors même que quand on grandit, quand on se différencie, les cellules perdent ce pouvoir totipotent pour ne devenir que des cellules hépatiques, des cellules cérébrales, des cellules musculaires, etc. La différenciation fait perdre la totipotence. Et d'une certaine manière, l'adulte, c'est la même chose. Pendant longtemps, l'enfant a été considéré comme un être immature. C'est ce qu'il n'avait pas, infants, celui qui ne parle pas, infants. Donc l'enfant était vu comme ce qu'il n'avait pas par rapport à l'adulte. Et l'adulte étant perçu comme la forme achevée de l'humanité. Aujourd'hui, vous savez que c'est plus du tout la même chose. Vous parlez des compétences d'un bébé. Un bébé, il a la capacité de discriminer toutes les oppositions phonématiques de toutes les langues du monde, et pas seulement de sa langue maternelle. Et en grandissant, il va perdre cette capacité de différenciation des oppositions phonématiques pour ne conserver que les oppositions pertinentes dans sa langue maternelle. Donc il y a en quelque sorte une perte de compétences. Et on pourrait dire que si le bébé est un être compétent, l'adulte est devenu un être apoptotique, c'est-à-dire un être dégénéré, proche de la mort. L'apoptose, c'est la dégénérescence. Donc aujourd'hui, l'image de l'adulte, c'est l'image de la dégénérescence, et pas de l'épanouissement. Alors que l'image de l'enfant, c'est l'image de la totipotence, et pas de l'immaturité. Attention, attention, ce sont des images qui sont dans la société, qui vous imprègnent, et dont vous êtes, sans vous en rendre compte, les vecteurs, et d'une certaine manière, les otages. Et penser à l'encontre de ces images, c'est quelque chose qui nous met en décalage. Donc l'objectif est d'essayer de trouver des modes de pensée qui soient en harmonie avec tous ces modes-là. Donc j'avais effectivement écrit cet ouvrage pour montrer que l'autorité pouvait plus s'adosser sur le passé, et que l'enfant, par son potentiel de développement, d'une certaine manière, il avait autorité sur quelque chose que vous connaissez tous, qui est un néologisme qu'on appelle la parentalité. Si le parent, il a l'autorité sur l'enfant, l'enfant, il a l'autorité sur la parentalité, c'est-à-dire la compétence parentale à apporter à l'enfant ce dont il a besoin pour se développer. Voilà la différence. Voilà la différence. Et évidemment, vous voyez bien qu'on est dans un système beaucoup plus complexe que le système, entre guillemets, traditionnel. Donc quand j'étais dans les conférences, on parlait d'autorité, j'étais avec des gens sérieux, des psychanalystes, des inspecteurs d'académie, des sociologues, des philosophes, et on discernait de l'autorité. Et puis, quand je sortais de là et que j'allais sur Internet, dans les blogs des mamans, ou que j'allais dans les forums où il y avait des mamans, ou que j'étais sollicité par Enfants Magazine ou Famille Magazine pour rencontrer des mamans, ou des papas. Les mamans et les papas me disaient, mon gamin a 3 ans, comment est-ce que je peux le faire obéir? Mon gosse a 2 ans, il refuse d'obéir, mais quand je ne peux pas le faire obéir, etc. Et le mot obéissance revenait comme ça de manière récurrente. De manière récurrente, alors que l'autorité, on pourrait dire, eux, ils n'en avaient rien à faire. Et cette petite musique a commencé à monter dans ma tête. D'ailleurs, c'est curieux, parce que quand je parle de l'autorité, on ne parle quasiment jamais de l'obéissance. Et alors quand on est à l'éducation nationale, alors là, c'est recta, hein. Quand on est entre profs, on parle de l'autorité. Mais tous les profs voudraient avoir l'autorité, mais aucun ne veut l'obéir. Hein, entre nous. Bon, les adultes, on veut bien restaurer l'autorité, mais personne ne veut obéir. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème. Hein, un vrai problème. Alors j'ai effectivement été rechercher un petit peu, et la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé sur Google et que j'ai rentré obéissance éducation. C'est simple, hein, obéissance éducation. 1200, 1300 références, 95 à 97% des références parlent de l'éducation des chiens. L'éducation canine. Comment éduquer votre chien pour qu'il obéisse? J'étais surpris. J'étais surpris parce que moi, je n'aurais pas mis le mot obéissance. Alors bon, je suis un peu surpris, je vais voir du côté des philosophes et je relis Marcel Gauchet, je relis Alain Renaud, je relis Gérard Mandel, les sociologues. Je ne parle pas des philosophes d'Hannah Arendt et d'avant Hannah Arendt, Max Weber et sociologue et Émile Durkheim et tout ça, et les pédagogues du 19e et du début du 20e siècle. Je parle à partir de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, c'est Marcel Gauchet, bon, Alain Renaud, pour ne pas les deux principaux en France. Quelle n'est pas ma surprise quand je lis leur chapitre sur l'autorité, dans l'éducation par exemple, où pas une seule fois, n'apparaît le mot obéissance. Pas une seule fois. Et n'apparaît que le mot soumission. Et dans la littérature philosophique, sociologique, le mot obéissance a disparu.
Alors je crois qu'il a disparu pour trois raisons. Deux raisons. Une raison, on va dire, historique, c'est qu'effectivement, le mot obéissance a été utilisé au-delà du raisonnable par tous les pédagogues et les philosophes entre 1850 et 1950, comme ça pour faire simple. Et qu'effectivement, Hannah Arendt, elle dit, puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance. Et je crois que ça c'est faux. Je crois que l'autorité requiert l'obéissance et c'est l'autoritarisme qui requiert toujours l'obéissance. Ça, le toujours, là, je pense qu'Hannah Arendt, elle s'est laissée emporter par peut-être des restes de son éducation traditionnelle. Et donc, effectivement, les philosophes renâclent, et ceux qui ont vu Le Ruban blanc savent de quoi je parle, ce film de Haneke, où effectivement, voilà. Et j'aurai l'occasion de m'en expliquer dans quelques minutes ensuite. Et la deuxième raison, extrêmement simple, c'est qu'on est dans une république laïque, et excusez-moi pour les croyants, mais le mot obéissance, ça sent la soutane, ça sent le curé. Bon, ça sent la religion. Donc le mot obéissance, c'est vraiment un mot du langage religieux du début du premier millénaire. Pour autant, est-ce que le mot obéissance est une propriété privée et singulière de la religion? Moi, je crois que c'est un mot du langage commun. Donc ce n'est pas parce que le mot obéissance a été très utilisé par la religion qu'on doit s'interdire dans une république laïque de l'utiliser. Quoi qu'il en soit, quand les philosophes mélangent obéissance et soumission, eh bien, on est devant ce paradoxe. On a deux mots, autorité, on a deux mots, obéissance, soumission, et on les confond, et on a un mot autorité, et on lui donne deux sens différents. Alors là, on ne sait plus. Le langage, on ne sait plus. À quoi ça sert le langage si les mots peuvent de temps en temps dire la même chose et de temps en temps dire deux choses différentes? Le mot autorité dit deux choses différentes et le mot obéissance est remplacé par soumission. Ces deux mots différents, on les amalgame dans un seul mot. Je crois que c'est le problème. Et c'est face à ça que je suis parti à la recherche de la différence entre ces deux couples et ces quatre mots, que sont d'un côté le mot obéissance, autorité, autorité-obéissance d'un côté, et de l'autre côté le mot pouvoir, soumission. Et je crois que si on veut précisément différencier mieux que ne le fait Hannah Arendt en disant simplement l'autorité, c'est pas la force, c'est pas le pouvoir, bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Si on veut essayer de comprendre un peu, il faut bien différencier ces deux couples, que sont le couple pouvoir-soumission d'un côté, autorité-obéissance. Avec l'idée que le couple autorité-obéissance est le couple culturel, le couple qui est issu de la culture et qui n'a rien à voir avec la nature. C'est le couple pouvoir-soumission qui est le couple naturel, que l'on retrouve dans la nature. Je vais aller très vite et vous trouverez mes développements dans mes livres. Le couple pouvoir-soumission, vous le retrouvez largement dans la nature. On va faire simple, on va prendre juste les primates supérieurs. Prenons les chimpanzés. Les chimpanzés, vous avez chez les chimpanzés le mâle dominant. C'est celui qui est le plus fort, qui a le meilleur abri, la meilleure femelle, les meilleurs morceaux quand il y en a une proie, etc., etc. Et les autres sont des soumis, ce sont des mâles non dominants. Quand le non-dominant, le dominé s'approche du dominant, il se fait tout petit, il se rabaisse. La soumission, elle rabaisse. Je crois qu'on dit qu'on élève un enfant. Je ne pense pas qu'on puisse élever un enfant en le rabaissant. Soumission rabaisse, on n'élève pas un enfant en le rabaissant. Donc effectivement, le dominé s'approche tout doucement, et si le dominant a mangé, s'il est repu, il consent à donner quelques miettes au dominé, mais ça s'arrête là. Sa femelle mange, ses petits mangent, et puis après, si les autres ont des miettes, ça peut aller. Mais sinon, il fait des postures de menace, et le dominé s'écrase et s'éloigne. De temps en temps, le dominé en a marre et défie le dominant. Le dominé, c'est en général un jeune adolescent. C'est toujours avec les adolescents que les emmerdements arrivent. Donc, ceux qui seront en collège, vous comprendrez. Donc, c'est toujours avec les adolescents. Donc, il défie le dominant. Et là, le dominant, il n'a pas d'autre solution que d'engager le combat. S'il refuse le combat, il est fichu. Donc, il y a un combat. Un combat féroce. Ils vont se battre, se faire mal, mais jusqu'au moment où un des deux aura le dessous et adopte une posture de soumission. Et là, au miracle, c'est la différence avec les êtres humains, au miracle, la posture de soumission arrête le combat, immédiatement. Et celui qui adopte la posture de soumission, il est dominé, voilà, et puis l'autre est dominant. Alors si c'est l'ancien dominant qui a le dessus, ça reste comme c'était. Si c'est l'ancien dominé qui a le dessus, le dominant immédiatement cesse d'être dominant, il devient dominé, et il s'éloigne et il va en périphérie de la troupe. En général, il meurt pas très longtemps plus tard. 6 mois, 8 mois, 1 an, il meurt plus tard. Et l'ancien dominé fait immédiatement deux choses. Deux choses que un certain nombre de tyrans des premiers millénaires faisaient régulièrement.
un, il tue les enfants de l'ex-dominant, et deux, il se tape sa femelle. Voilà, c'est les deux trucs. Pourquoi il se tape la femelle et qu'il ne la tue pas? Parce que la femelle est en général d'une famille royale, et c'est d'une famille importante, et donc c'est plus important de s'allier avec elle plutôt que d'être en guerre avec cette branche-là. Donc ça, c'est une des grandes règles qu'on retrouve encore dans l'archaïsme de nos sociétés. Donc là, le pouvoir par la force, ça c'est habituel, c'est connu, c'est bien référencé. Mais, il y a une autre manière, plus subtile, plus indirecte, plus maligne de soumettre l'autre. Ce pouvoir de cet élément-là est plus ondoyant. C'est le pouvoir de la séduction. Séduction, c'est doux carré, emmener à l'écart, ou éventuellement amener à soi, dont, je vous signale, l'étymologie montre que c'est exactement c'est doux carré, emmener à l'écart, l'exact contraire de l'ex doux carré, emmener à l'extérieur, l'éducation. L'éducation, c'est emmener vers le monde. La séduction, c'est l'emmener en dehors du monde à l'écart, dans des sillons marginaux. Donc la séduction, vous pouvez tout à fait soumettre un enfant ou quelqu'un par la séduction, par l'embobinage. Et ça existe dans la nature. On va prendre les bonobos. Les bonobos, ce sont les chimpanzés graciles. Les bonobos, il y a la femelle alpha. La femelle alpha, c'est celle qui est la plus compétente pour résoudre les conflits. Parce que même dans les bonobos, on s'engueule de temps en temps. Quand deux bonobos s'engueulent, la femelle alpha arrive, les regarde et en prend un et a des postures d'affiliation. Pose les mains sur les épaules et elle lui fait éventuellement des bisous. Même des French kiss, avec la langue dans la bouche. Voilà. Alors, ça déstabilise un peu le congénère. Et puis si ça ne suffit pas, la femelle alpha, elle se met en position génupectorale, elle offre ses parties sexuelles et elle les frotte contre le congénère. Mâle ou femelle, les bonobos ne sont pas très regardants. Et ils ont des progrès, ils sont en avance par rapport à notre société. Sur ce point-là, sur ce point-là. Donc, voilà, ça s'appelle un exercice pédagogique qui consiste à vous faire rire pour respirer, mais pour être mieux attentif. Donc, effectivement, elle se frotte et elle offre ses parties sexuelles. L'autre est un peu étonné, il se frotte un peu, et puis finalement ça le calme, et puis il s'éloigne. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Des cacahuètes, il n'a rien obtenu. Il s'est fait avoir, il a été trompé, il a été eu par les arguments de la séduction, mais ça a apaisé le conflit. L'avantage de la femelle alpha, c'est qu'elle reste femelle alpha pendant 15 ou 18 ans, ce qui est considérable parmi les animaux, et que grâce à cette stabilité, les bonobos sont les primates supérieurs qui ont le plus appris à utiliser des outils. Les brindilles, les percuteurs, etc. Inconvénient majeur, il y a très peu de conflits chez les bonobos, donc ils sont graciles, donc ils sont en train de disparaître de la surface de la planète parce que tous les prédateurs finissent par les attraper et les tuer. Voilà, donc chaque chose a un prix. Alors donc voilà, on comprend les choses, alors le pouvoir et la séduction. Je ne vais pas m'entraîner plus de ça, mais vous trouverez dans la littérature éthologique des milliers de références à cette dimension de séduction qui n'est en rien spécifique de l'espèce humaine et qui n'est en rien spécifique des femmes. Même si les femmes, et l'espèce humaine d'abord, les femmes ensuite, ont développé les arguments de la séduction d'une manière assez brillante et assez remarquable par rapport aux autres espèces animales. Le pouvoir de la force ou de la séduction. Qu'est-ce que c'est alors que le rapport autorité-obéissance? Qu'est-ce que c'est que ce rapport? Je vais très vite vous donner deux exemples qui sont des exemples des relations mère-enfant ou père-enfant, peu importe, parent-enfant, avec les petits-enfants. Je pense tout de suite, pour vous le dire, que la question de l'autorité et de la relation d'autorité, c'est quelque chose qui se met en place dans la tête d'un enfant entre 12-18 mois et 3-4 ans, au moment des acquisitions de l'autonomie motrice et du développement social précoce. Et que si ça n'est pas mis en place à cet âge-là, ça deviendra de plus en plus difficile par la suite de le mettre en place. Même si c'est jamais perdu, c'est une des caractéristiques de l'être humain, mais ça deviendra de plus en plus difficile ensuite. Donc je vais tout de suite commencer par ce que j'appelle, moi, l'exemple du square. L'exemple du square, c'est un parent, père ou mère, qui emmène son enfant. Il a 14 mois, il marche depuis un mois au square, parce qu'il fait beau. Pas comme aujourd'hui, mais il fait beau. Et donc il arrive et il voit une place sur le banc, il s'assoit, il y a un ami qui est là, il commence à discuter. L'enfant de 14 mois a la main sur l'épaule ou sur le genou du parent et regarde le bac à sable, le tourniquet ou le toboggan. Et puis au bout de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes,
Ça varie d'un enfant à l'autre en fonction de son calme ou au contraire de son allant et de sa motricité. L'enfant en a marre et il s'éloigne. Il va vers le bac à sable. Et là, il y a un moment paradigmatique essentiel. Quand il est à 4-5 mètres du parent, à 2 mètres du bac à sable, il s'arrête, il se retourne et il quête le regard parental. Il se retourne et quête. Et là, le parent qui a vu que l'enfant s'était éloigné, qui le suivait du regard, lui rend son regard. Et parce qu'il est dans le square, parce qu'il n'y risque rien, parce qu'il est là pour que l'enfant découvre le monde, le parent lui dit, en déplissant les yeux, en ouvrant grand les yeux, le front, en ayant ce geste de lui vers l'extérieur, « Oui, vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. » On ne comprend rien. De mon point de vue, on ne comprend rien à l'autorité si on n'a pas compris d'abord que l'autorité, ça autorise. Je suis fasciné, depuis 15 ans que je fais des conférences sur l'autorité, qu'on associe toujours autorité à interdit et qu'on n'associe jamais autorité à autorisation. Ça commence à venir maintenant. Je commence à voir ça fait 15 ans que je dis ça. Je commence à voir des interviews où des gens disent l'autorité, l'autorisation, c'est... Bon, mais fondamentalement, l'autorité, c'est l'autorisation. Soyons clairs, une autorité qui ne fait qu'interdire, c'est une autorité hémiplégique, c'est de l'autoritarisme. Ce n'est pas de l'autorité. Ça n'est pas de l'autorité. Donc effectivement, oui, tu peux y aller. Et l'enfant, rassuré par cette autorisation parentale, s'éloigne du parent. Vous voyez, ex do carré, l'autorité et l'éducation. C'est pas reviens ici tout de suite. C'est oui, mon enfant, tu es là pour découvrir le monde, découvre donc le monde. Voilà, voilà. Et l'enfant joue tranquillement. C'est vrai que de temps en temps, il y a des grands qui font le fou et qui se balancent du sable, des grands de 3-4 ans qui s'amusent à se balancer du sable. Et là, le parent fronce les sourcils, fait un geste de lui-même de l'extérieur vers lui-même, il dit « Non, reviens là, reviens là ». Et l'enfant, je vous rappelle qu'il a 14 mois, l'enfant revient spontanément. En quoi c'est une punition de revenir vers son parent quand on a 14 mois? Il revient, il revient, il revient. Et là, je dirais, il y a trois possibilités. Soit le parent, il est plus intéressé par la discussion avec son ami que par l'enfant, et il reste là. Et ça, on s'en tient là. L'enfant, il n'a pas bien compris pourquoi il devait revenir. Et il reste là. Et je dirais qu'on pourrait dire comme ça que c'est une obéissance bien terme et qui ressemble bien à la soumission. D'ailleurs, il est au pied du parent et il ne se passe rien. Une obéissance qui est un peu raide, qui ne lui permet en tout cas pas de comprendre. Soit deuxième hypothèse, le parent, il considère quand même que son enfant est revenu, qu'il a quelque chose à rendre à l'enfant. Il va lui donner une explication. Oui, tu vois, mon chéri, regarde, il y a les grands qui se lancent du sable, reste là, tu vas en avoir plein les cheveux, etc. L'enfant est grandi d'une explication. Et d'une certaine manière, il a gagné. Il comprend pourquoi on lui a dit ça. Mais reconnaissons que c'est quand même pas très jouissif puisqu'il est au pied du parent et qu'on le prive de quelque chose. Et si cette obéissance-là, elle est peut-être moins raide que la précédente, elle n'est pas très jouissive, et on va dire que c'est l'obéissance type du névrosé, celui qui continue d'obéir bien qu'il n'y prenne aucun plaisir. Assez caractéristique de cette situation-là. Alors, chose importante, l'explication vient après l'obéissance. Attention, je suis psychiatre d'enfants et d'adolescents et je m'occupe du développement des enfants. Il y a peut-être des enseignants de maternelle, des enseignants de primaire, des enseignants de collège et de lycée. Le problème de l'éducation et du développement, c'est que ce qui est vrai à un certain moment peut ne plus l'être à d'autres moments. Je vous parle en ce moment d'un enfant qui est dans la phase d'acquisition du langage, entre donc 12 mois et 4 ans, 5 ans. Dans la phase d'acquisition du langage, commencer à donner des explications avant l'obéissance, c'est facteur de confusion, puisque l'enfant ne maîtrise pas correctement le langage, et qu'il a besoin de connaître ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et qu'après on reçoit une explication dont il comprend qu'une partie des choses, mais qui lui permettra petit à petit de clarifier le monde. Donc lui donner des explications, c'est le récompenser d'avoir obéi, et c'est en plus lui clarifier le monde. Commencer par des explications avant, c'est entraîner de la confusion et de l'excitation. Je ne dirais pas la même chose avec un enfant de 5 ou de 7 ans qui parle et qu'il me paraît nécessaire de s'adresser à son intelligence et de commencer à lui dire « je te demande de revenir parce qu'il y a des grands qui se lancent du sable, etc. » avec une explication que l'enfant pourra comprendre puisqu'il a accédé à la compréhension du langage. C'est ça la difficulté de l'éducation. Et quand je m'adresse à des enseignants, j'ai l'impression parfois qu'ils ont un modèle élève dans l'absolu et que c'est beaucoup de difficultés à avoir un modèle qui bascule d'un enfant de 2 ans, un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 12 ans, un enfant de 18 ans, de 16 ans. Et que pour moi,
C'est des éléments contextuels qui m'apparaissent indispensables si on veut vraiment parler vrai, entre guillemets. Troisième possibilité. Le parent lui dit, bah, reviens là. Le parent lui dit, regarde, tu vois, les enfants, les grands se balancent du sable. Tu ne peux pas aller dans le bac à sable parce que, tu vois, ils sont en train de faire les fous. Allez, tiens, viens avec moi, on va aller faire un tour de tourniquet ou un tour de toboggan. Eh bien, effectivement, l'enfant, non seulement il a obéi, mais en plus, il est récompensé. Et effectivement, il va aller faire... C'est drôlement agréable d'obéir, puisque en même temps, on ne peut pas faire du bac à sable en ce moment, mais je vais aller avec papa ou maman faire du tourniquet ou du toboggan. Ça veut dire que le parent, il considère que la relation avec son enfant l'emporte sur la tchatche avec son copain ou sa copine. Et qu'effectivement, l'enfant est en position presque d'autorité par rapport à la fonction parentale. Voilà la différence. Voilà la différence. Et là, l'enfant apprend quelque chose d'essentiel. D'essentiel, y compris pour la pédagogie. Il apprend quoi? Que quand quelque chose n'est pas possible, que quand la voie droite n'est pas possible, on se désengage et on prend une voie contournée. Il apprend la souplesse psychique, la capacité à se défixer pour faire autre chose. Vous le savez comme moi, la souplesse psychique pour résoudre des problèmes de maths ou pour résoudre des dissertations de philosophie est un élément essentiel du fonctionnement cognitif. Et quand on bute sur le problème, eh ben, il faut pouvoir s'en désengager. Eh bien, c'est comme ça qu'on apprend cette capacité à se désengager pour se réengager, quitte à y revenir plus tard. Donc il y a là, au fond, pour cet enfant, obéir est un plaisir. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Alors effectivement, l'enfant se retourne et quête le regard parental. Le parent, extrême degré de la relative indifférence, le parent est passionné par la discussion avec son ami et a oublié l'enfant. Que fait l'enfant? Que fait l'enfant? L'enfant reste là et regarde le parent. Il attend 30 secondes, 60 secondes, 1 minute. Et puis au bout d'un certain temps, l'enfant en a marre. Et qu'est-ce qu'il fait? Très curieusement, l'enfant ne va pas dans le bac à sable. L'enfant, il fait un quart de tour, et qu'est-ce qu'il fait? Il vaticine, il avance. Il avance, il avance, il avance, il avance. Jusqu'au moment où le parent se retourne, où c'est qu'il est? Où qu'il est? Le parent crie, hein? Maxime, Maxime, reviens ici tout de suite, ici tout de suite. Un peu en colère, Maxime, évidemment, son parent qui se lève en criant, il se carapate, il court. Alors il apprend quelque chose d'essentiel, il apprend, cours après moi que je t'attrape. C'est-à-dire que pour avoir un parent qui s'intéresse à moi, il faut que je fasse une bêtise. Vous voyez, surtout que le parent ne s'intéressait pas à lui. Donc ça, il apprend ça, cours après moi que je t'attrape. Et deuxième chose, le parent, quand même, court plus vite qu'un enfant de 14 mois. Le parent rattrape l'enfant. Il l'attrape, il le prend, il le secoue un peu. S'il est énervé, il lui met une claque. Et de toute manière, il le prend. Et soit il le tient par la main, soit il le prend sous le bras. Et il le ramène au banc. Là où la relation d'autorité a échoué, c'est la relation de pouvoir qui s'y substitue. Le parent utilise son pouvoir d'adulte pour soumettre l'enfant. Mais ça n'est pas de l'autorité. Ça n'est pas de l'autorité. C'est du pouvoir. C'est du pouvoir. Donc, on est devant ce pas. Voilà. Je vois que vous commencez à toucher du doigt un certain nombre de choses qui vous posent problème. Nous allons donc aborder maintenant le deuxième cas que je vais appeler le couteau. Le couteau, notre enfant, il a 24 à 26 mois. Ce sont des exemples que j'ai vus, hein, je ne les invente pas, je les ai vus. Il a 24-26 mois et les parents ont invité des amis. Et comme c'est un couple moderne, on va acheter des pizzas chez le traiteur, on ne fait plus la cuisine soi-même. Et donc il y a un des parents qui met la table pendant que l'autre démocratique va chercher les pizzas, que ce soit le père ou la mère, peu importe, les rôles sont interchangeables. Donc le parent est en train de mettre les assiettes, les couverts, il a mis les verres et il va chercher les plats, il revient. Et il y a Zoé qui a donc 24-26 mois, elle a l'air curieuse de ces couteaux qui sont les couteaux à pizza, un peu bien pointus. Elle a pris un couteau dans sa main et elle le regarde. Le parent revient et il voit Zoé avec le couteau. Le parent s'immobilise et il ne se met pas à crier. Parce que s'il crie, il a peur que Zoé ait peur et qu'elle fasse un mauvais geste et qu'elle se blesse. Donc le parent prend sur lui, se contient. Et il regarde Zoé et lui dit, Zoé, pose ce couteau. Est-ce que Zoé pose le couteau? Non, hein, soyez honnête, c'est pas parce que je suis prof à la fac que vous deviez me dire oui, hein, voilà. Donc Zoé, non, elle ne pose pas le couteau. Pourquoi elle ne pose pas le couteau? Parce que Zoé, c'est une enfant moderne, c'est une enfant qu'on n'arrête pas, que les parents exhortent, autorisent, font plein d'autorisations. Et voilà un parent qui lui dit non. Elle ne comprend pas pourquoi on lui dit non, alors que d'habitude on lui dit oui. Donc elle regarde son parent, elle l'interroge, pourquoi? Voilà. Donc elle est un petit peu étonnée. Donc elle garde le couteau. Le parent, 30 à 60 secondes se passent, pendant lesquelles il ne se passe rien. Le parent regarde Zoé
et dit à Zoé, au bout de 30 ou 60 secondes, Zoé, je t'ai dit de poser le couteau, s'il te plaît. On peut ajouter s'il te plaît ou pas, il n'est pas obligé. Je t'ai dit de poser le couteau. C'est une voix neutre, un peu ferme. Et Zoé, parfois elle pose le couteau, parfois. Et là, il y a la troisième injonction. Zoé, pose le couteau. Un peu coléreuse. Et Zoé, elle a un geste étonnant. Zoé, elle contracte les muscles extenseurs de ses doigts pour poser le couteau. Pourquoi je dis qu'elle contracte les muscles extenseurs de ses doigts? Parce que dans la spontanéité et dans la réflexe, c'est fermer le poing. Le grasping réflexe, c'est le réflexe spontané. Ouvrir la main est toujours sous le réflexe, sous le contrôle de la volition, de la volonté. Et d'ailleurs, c'est un geste de pacification. Dans le cas présent, c'est Zoé qui a ouvert la main et personne n'a fait intrusion dans sa motricité. Elle a été autonome dans ses gestes. Elle a été autonome dans ses gestes. Elle n'a pas été contrainte. Certes, Zoé, elle a obéi. Ob-odire, tendre l'oreille. Obéissance, ob-odire, tendre l'oreille. Zoé a accepté de tendre l'oreille à ce qu'on lui demandait. Et effectivement, elle a posé le couteau. Très brièvement, quand le parent va se rapprocher, il va lui dire, Zoé, c'est bien d'avoir posé le couteau, parce que tu sais, et là il lui explique qu'un couteau c'est dangereux, ça coupe très fort, qu'elle a son petit couteau d'enfant, mais que ça c'est les couteaux des grands, elle peut se faire mal avec, il faut qu'elle fasse très attention et qu'elle évite de toucher les couteaux. Elle pourrait se couper avec ça. Et papa et maman lui donnent un petit couteau avec lequel elle peut se servir. Bon, Zoé, elle est grandie d'une explication. Et donc, effectivement, voilà, ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette interaction? Père et enfant, parents et enfants, père ou mère, peu importe, parents et enfants se sont regardés. Pendant 60 secondes, le procès est suspendu. Le procès, la mise en acte. Je pense que l'autorité va mal avec l'action. Et l'autorité implique un temps de réflexion, un temps de retenue. Et effectivement, parents et enfants se regardent et se considèrent réciproquement. Et il y en a un qui demande et l'autre qui écoute. On accorde à Zoé le temps de la réflexion, le temps de la réflexion. Voilà. Et effectivement, le parent, pendant ce temps-là, ne fait pas acte ni de force, ni de séduction. Le parent se prive, bien qu'il en ait le moyen, des arguments de la force et de la séduction. Il adresse une demande à Zoé et il accorde à Zoé le temps de sa détermination. Je crois que l'autorité, on ne la comprend que si, et uniquement si, on se place du côté de celui qui a à obéir. La grande erreur, à mon avis, de l'autorité, c'est de toujours vouloir la définir à partir de celui qui est censé la détenir. Et quand on cherche à définir l'autorité à partir de celui qui est censé la détenir, on est constamment dans un espace de confusion entre pouvoir et autorité. Je crois que l'autorité, c'est une reconnaissance par celui qui est en position de faiblesse ou de vulnérabilité ou d'innocence, de ne pas avoir été contraint ni par la force ni par la séduction dans la demande de l'autre. Et comme je n'ai pas été contraint ni par la force ni par la séduction, je grandis l'autre d'une reconnaissance d'autorité. Voilà l'essence même, mon point de vue, du principe d'autorité. C'est la capacité à se frustrer de l'usage de la force ou de la séduction quand on est en position de pouvoir l'utiliser. Et c'est la reconnaissance de celui qui est en position de vulnérabilité, de faiblesse, de fragilité, effectivement, c'est la reconnaissance de ne pas avoir été contraint ni par la force ni par la séduction. Prenons l'exemple du couteau. Le parent voit Zoé avec le couteau, il a peur parce qu'il n'a pas confiance. Voilà, pas confiance, il a peur. Et il saute sur Zoé. Zoé, qu'est-ce que c'est que ça? Il lui arrache le couteau des mains. Est-ce que Zoé a compris quelque chose? Zoé, elle a compris quelque chose d'essentiel. Zoé, elle a compris qu'un couteau, c'est un objet qui excite son parent. Et qu'il y a dans le couteau un pouvoir extraordinaire. Ne riez pas. Chaque fois que vous vous excitez à propos de quelque chose, l'enfant comprend que ça, c'est un objet qui vous excite, donc c'est un objet intéressant. Eh oui, eh oui, eh oui. Si en plus c'est un enfant abandonnique, alors là, exciter l'adulte et l'intéressant, ça va être vachement intéressant. Donc effectivement, Zoé, elle a compris que ça excitait son parent. Quel pouvoir magique il y a dans cet objet qui met mon parent dans cet état-là? Donc quand le parent va retourner, avoir le dos tourné, qu'est-ce que fait Zoé? Elle se précipite sur le couteau pour essayer de comprendre. Dès que j'ai le dos tourné, il fait des bêtises. Ah ben voilà, c'est effectivement le résultat.
Alors donc Zoé, donc on lui explique, toujours après avoir obéi, puisqu'elle n'a que 24-26 mois, et donc elle a compris. 3-4 mois plus tard, les parents ont invité à nouveau des amis, ils font des pizzas parce que le traiteur est juste à côté, c'est plus pratique. Et donc on met la table. Et Zoé, pendant que le parent est parti, elle est quand même intéressée par ses couteaux. Elle a envie d'être grande, voilà. Donc elle s'avance et puis elle regarde le couteau. Elle sait que c'est dangereux, elle sait que ça coupe. Donc elle avance doucement son petit doigt et puis elle touche le couteau. Touche le couteau. Et le parent revient et voit Zoé qui est en train de toucher le couteau. Et là, il y a deux possibilités. La première, c'est que le parent, il voit Zoé qui quoi? Qui désobéit, certes, mais qui quand même fait attention à elle. Elle est prudente. Quel est l'objectif de l'éducation? Est-ce que c'est de prendre soin des enfants ou est-ce que c'est d'apprendre aux enfants à prendre soin d'eux-mêmes? Hein? Je vous pose la question là, aux mamans un peu anxieuses et aux papas anxieux. Est-ce que c'est toujours surveiller les enfants ou est-ce que c'est de leur apprendre à se prendre eux-mêmes en surveillance? Au fond, quand elle fait ça, Zoé, elle se prend elle-même en surveillance. Elle sait que le couteau, ça coupe, elle avance doucement, elle essaye de faire un compromis entre l'interdit et la curiosité. Essence même de la vie. Donc le parent, il peut faire ce qui est essentiel et que vous connaissez tous de temps en temps, c'est ce que j'appelle l'hypocrisie sociale bien tempérée. Faire celui qui n'a rien vu. Et vous savez comme moi que c'est un trésor extraordinaire de temps en temps de faire celui qui n'a rien vu. Ça évite de monter au conflit et ça permet en général de réguler les choses. Donc, et plus on est dans des positions hiérarchiques hautes, plus de temps en temps on a intérêt à faire celui qui n'a rien vu. Quand rien de grave ne se passe. Quand rien de grave ne se passe. Même si c'est une petite, entre guillemets, désobéissance. En revanche, les deux regards se croisent. Zoé regarde son parent qui vient de rentrer, le parent voit Zoé qui touche le couteau. Là, ils ne peuvent plus faire celui qui n'a rien vu. Donc le parent est obligé de dire quelque chose. Alors là, il a deux possibilités. Il peut dire « Zoé, je t'ai dit de ne pas toucher au couteau ». Qu'est-ce que connote le parent? Le parent connote la désobéissance, uniquement. Zoé, elle retire sa main, peut-être qu'elle est promise à une phobie des couteaux, et qu'elle aura du mal à toucher les couteaux. Mais ça peut être quand même contraignant et entravant pour le développement. En revanche, le parent peut lui dire « Zoé, je t'avais dit de ne pas toucher au couteau. Hein. Bon, pour cette fois, j'ai vu que tu étais prudente et que tu faisais attention. Mais je te demande de ne pas recommencer, sinon je ne suis pas content. » Le parent connote la conduite de précaution de l'enfant et au nom de cette conduite de précaution, il accepte de passer sur la conduite de désobéissance. Pour lui, ce qui est important, c'est que l'enfant se prenait lui-même en surveillance plutôt que le fait d'avoir désobéi. L'autorité, c'est de respecter dans l'enfant le potentiel de développement et de faire la part entre ce qui est l'obéissance ou la désobéissance. Car l'obéissance, ça n'a pas d'autre intérêt, que de pouvoir désobéir. Quand le chimpanzé, le dominé, en a marre d'être dominé, il défie le dominant et ça conduit à la révolte, ça conduit à la violence, à la guerre et au renversement. La soumission entraîne la révolte et la révolte entraîne l'agression contre le tyran, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, tous les tyrans n'ont qu'une angoisse, c'est la révolte, donc ils n'arrêtent pas de faire des précautions. On a quelques exemples récents dans le monde contemporain. Donc, en revanche, quand l'enfant désobéit, en général, sa désobéissance, c'est pour obtenir un gain de liberté, ce n'est pas contre le parent. Ça n'est contre le parent, ou celui qui a la figure d'autorité, que si ce parent estime qu'il a été bafoué ou qu'il a été trompé. Mais si effectivement il regarde l'enfant et qu'il considère la conduite en elle-même, pas de problème. Alors, voilà. Et donc, si le parent se tait, si Zoé n'a rien vu, n'a pas vu le parent, et que le parent lui dit « Zoé, je t'ai dit de ne pas toucher au couteau », on est devant la même exigence. L'autorité requiert toujours l'obéissance. Et ça, pour moi, ce n'est pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. C'est de l'excès d'autorité qui exige la soumission. Car effectivement, quand Zoé va grandir, elle va arriver, elle aura 6, 7 ans, 8 ans, et en sortant de l'école, on va lui dire « Zoé, tu rentres toute seule en passant le long du trottoir et tu ne traverses pas la rue, même si en face, il y a une boulangerie ou une librairie papeterie, parce que c'est dangereux de traverser la rue. » Pendant 6 mois, Zoé, elle longe le trottoir. Et puis un jour, il y a une copine qui lui dit « Tu sais, il y a des surprises, il y a un nouveau livre, etc. Allez, viens, on va y aller. » « Non, je ne peux pas. » Zoé, elle hésite un peu. Puis finalement, la copine, elle vient. Et là, Zoé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va désobéir. Elle va traverser la rue. Mais comme elle sait qu'elle désobéit, comme elle sait que la rue, c'est dangereuse, eh bien, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, elle fait très attention,
Et elle traverse en ayant un petit peu peur, parce qu'effectivement, elle sait qu'elle désobéit, mais il lui arrive rien de grave. Elle s'est prise elle-même comme objet de surveillance. Quand un enfant désobéit, la plupart du temps, il se prend lui-même comme objet de surveillance. Et il ne lui arrive rien de grave. Encore faut-il avoir appris à obéir. Et effectivement, je dirais que le problème, l'intérêt de le rapport autorité-obéissance, c'est on apprend à l'enfant à obéir et c'est un apprentissage. Ça n'est pas spontané. Pas plus qu'il y a de chromosomes d'autorité, il y a de chromosomes d'obéissance. Et ce n'est pas parce que simplement on est parent, certes quand on est parent ou quand on est prof, on a l'autorité du prof ou on a l'autorité parentale. Mais on n'a pas le système relationnel de l'autorité. Et si effectivement l'enfant, pour comprendre le système relationnel de l'autorité, eh bien, il faut effectivement faire ce que j'ai évoqué. Quand effectivement on a appris à obéir dans le contexte que je vous ai dit, différent de la soumission, on peut s'autoriser en grandissant de temps en temps à désobéir. En fonction des désobéissances, il peut y avoir des désobéissances jugées par le parent graves qui vont conduire à faire des sanctions, on en reparlera. Mais, d'une manière générale, on va s'autoriser à désobéir, en particulier à l'adolescence. Et quand on devient soi-même dans une position d'adulte en position d'autorité, alors là, effectivement, on peut considérer le plus faible, le plus vulnérable, le plus innocent, sans abuser de cette innocence, de cette faiblesse, et en étant capable de se retenir. Car l'autorité, c'est la capacité de celui qui est en situation de pouvoir à garder la main sur ses pulsions et à garder la main sur sa jouissance à dominer un plus faible. Et vous le savez, nous avons tous en nous un fond d'animalité qui fait que tous, autant qu'on est, on a de la jouissance à faire qu'un plus faible ou un moins malin nous mange dans la main ou se soumette à nous. Ça n'est pas de l'autorité, c'est du pouvoir. Alors effectivement, ce pouvoir et cette jouissance, on peut effectivement soumettre un enfant, soit par la force en le menaçant de coups, soit par la séduction en l'embobinant, mais on n'est pas du tout dans une relation d'autorité. In fine, l'autorité, c'est donc la reconnaissance par le plus faible, le moins malin, le moins pourvu, de ne pas avoir été contraint, ni par la force, ni par la séduction, et d'avoir eu le temps de sa propre détermination. Il n'y a pas d'autorité sans temporalité. Et c'est cette reconnaissance. On dit sans arrêt, et on dit avec une répétition que moi je trouve très suspecte. On dit au niveau des enfants que pour qu'ils connaissent l'autorité, il faut les confronter à la frustration. On répète ça à l'envi. Je ne dirais pas le contraire, c'est vrai. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Nombre d'enfants et de jeunes adolescents que je vois qui ont été maltraités, battus, qui ont été frustrés énormément dans leur enfance. Dès qu'ils deviennent adolescents, qu'est-ce qu'ils font? Ils maltraitent les plus faibles et ils cherchent à récupérer ce qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient enfants. Donc la frustration en elle-même, ce n'est pas ça qui apprend l'autorité. Pas du tout. Pas du tout. Certes, l'absence de frustration rend effectivement très difficile l'acceptation de la limite. Mais la frustration en elle-même, ce n'est pas ça qui va conduire à l'autorité. On ne dit jamais que quand on est adulte en situation de pouvoir, pour avoir de l'autorité, il faut être capable de se frustrer de l'usage de la force ou de la séduction. On ne le dit jamais. C'est curieux. C'est curieux. Comme si, effectivement, quand on est en position de pouvoir, on voulait, effectivement, être comme ça, dans cette affirmation, etc. Alors, quand je définis cette autorité comme la capacité à se frustrer soi-même de l'usage de la force et de la séduction, et à laisser à l'autre le temps de sa propre détermination, en le laissant dans cette autonomie, il ouvre, c'est lui qui ouvre la main et qui pose le couteau, je suis tout à fait en accord avec notre religion commune. Notre religion commune, effectivement, elle a bien changé. Nous ne sommes plus dans le monde occidental chrétien où il y avait Dieu qui était au-dessus de nous et des pratiques religieuses qui nous unifiaient. En particulier dans un amphithéâtre comme celui-ci, dans l'éducation nationale, modèle de la laïcité, effectivement, on ne peut pas en appeler à cette figure au-dessus de nous qui serait la figure de Dieu. Pas plus qu'on ne peut en appeler à la figure du Père qui serait au-dessus de nous. Les femmes qui sont ici, elles n'ont aucune envie d'avoir la figure d'un père au-dessus de nous, même si c'est l'inspecteur d'académie. Donc, quelle définition? Nous avons en revanche une religion.
Nous avons une religion à laquelle vous, membres de l'Éducation nationale, vous participez activement. Toute définition de l'autorité qui n'est pas compatible avec cette religion est une définition nulle et non avenue. C'est quoi la religion que nous avons tous ici? Nous avons tous ici une religion. C'est celle-ci. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Nous avons tous cette religion. Et en plus de ça, on l'apprend à nos enfants. Et d'un seul coup, il faudrait qu'il y ait un père qui soit au-dessus ou un Dieu qui soit au-dessus. Non. Quand je vous dis que l'autorité, c'est la capacité à se frustrer du pouvoir ou de la séduction, de pouvoir par la force ou par la séduction, j'ai une définition de l'autorité qui est conforme à la religion contemporaine. La religion contemporaine qui fait qu'on ne peut pas imposer contre sa volonté quelque chose au corps et à la pensée d'un autre. Attention, je n'ai pas dit que toutes les pensées qu'on peut avoir sont des pensées légales. Mais mes pensées à moi, par rapport à moi, elles sont légitimes. En revanche, je n'ai pas nécessairement le droit de les mettre en plat dans la société. Et c'est la difficulté, effectivement, de différencier précisément légalité et légitimité. Mais moi, je considère que mon corps m'appartient, ma pensée m'appartient, et nul autre que moi-même n'a de droit sur ce corps et cette pensée. Je peux entendre la pensée d'un autre. Et c'est ce qu'on apprend aux enfants. Donc, quand vous avez un modèle de l'autorité qui en infère à « c'est moi le prof, et comme c'est le prof, j'ai l'autorité, et maintenant tu la boucles et c'est comme ça », eh bien non, ça s'appelle du pouvoir. Pendant toute ma conférence, et j'en terminerai par là, pas une seule fois, je n'ai dit qu'il ne fallait pas exercer le pouvoir avec des enfants. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que le pouvoir, ça n'est pas l'autorité. J'ai dit ça. Et la seule question, c'est comment faire pour faire que le pouvoir puisse se transformer en autorité. C'est ça la vraie question. Et je vous ai donné quelques clés pour commencer de répondre à cette question. Je vous remercie.